Donc la rencontre, c'est au début du livre, on est page 18, vous le rencontrez dans ce fameux café justement, et il vous dit « Je n'ai rien de très intéressant à dire », s'empresse-t-il de préciser. Sans doute se demande-t-il ce que nous faisons là dans ce café. Je revois ses mains qui se serrent, les taches sur sa peau, son sourire, ce bon vieux mélange de contentement et de timidité. Je suis fâché avec mes souvenirs, ajoute-t-il gentiment, désolé de ne pouvoir mieux me satisfaire. Il me confie qu'il se sent perdu, déboussolé. Il résume. Ce n'est pas une très bonne période, chaque phrase se rapportant à sa personne suscite un léger mouvement de tête, des paupières qui se baissent. Toujours, mon père contourne la parole ou la parole contourne mon père. Quand je me questionnais sur mes études, il me disait souvent que j'étais doué pour les langues. Mon anglais était pourtant plus que moyen et mes quelques mots d'allemand et d'espagnol, vite oubliés après le collège. Mais aucune réalité n'avait le pouvoir d'affaiblir cette certitude qu'il ne cessait de répéter, têtu et sûr de lui. J'étais doué pour les langues, je devais l'être. Peut-être attendait-il surtout que je mette des mots entre nous, que je traduise ces silences. Dans l'école d'art où il a longtemps enseigné, il paraît qu'il passionnait ses élèves. Cette éloquence est toujours restée pour moi un mystère. L'homme qui parlait ainsi devant un auditoire ne pouvait être tout à fait mon père. Je rêvais d'entendre cette langue qu'il inventait pour les autres. Mais quand j'ai fini par étudier là où il travaillait, je suis arrivé trop tard. Il venait de prendre sa retraite. Je croyais encore aux vocations et aux coïncidences. Je n'ai pas soupçonné une seconde que le choix de cette école avait quelque chose à voir avec lui, ni qu'une fois de plus, je l'avais manqué. Nous nous sommes habitués au silence parce qu'il ne dure jamais. Ce sont des silences qui attendent. Toujours quelqu'un entre dans la pièce, toujours quelqu'un finit par parler à notre place. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Nous sommes seuls. Le livre part vraiment des lieux et surtout d'un lieu qui est l'atelier de mon père et dont on va parler sans doute. Mais c'est vrai que j'avais envie de ce rapport au paysage et j'avais aussi envie que les titres des chapitres soient un peu comme des mots valises ou des mots qui renferment beaucoup de significations possibles. Donc vous avez cité Pierre, qui est peut-être le mot qui renferme le plus de significations, parce que c'est à la fois le nom d'un village, enfin c'est le nom de beaucoup de choses, vous le verrez pour ceux qui l'ont pas lu. Mais j'avais envie que ce soit, je pensais aussi au poète Pierre Reverdy, sur lequel mon père a travaillé beaucoup et que j'aime beaucoup aussi, qui écrivait que les mots étaient comme des pierres qui contenaient toute une espèce de puissance contenue, justement. Et j'avais envie que ces titres de chapitres soient comme ça, des mots un peu énigmatiques au départ, mais qui s'éclairent petit à petit à la lecture. Et aussi de structurer vraiment le livre sur la question du paysage. C'est ça qui m'a permis de l'écrire, en fait. Si je m'étais dit je vais écrire un livre sur mon père, je pense que je l'aurais jamais fait. Ça m'aurait fait trop peur, et puis j'aurais eu peur d'être dans la confidence, dans la confession, ce qui n'était pas du tout mon envie. Et cette question des lieux, elle m'a vraiment aidée à le rencontrer autrement, en regardant les traces et en regardant aussi d'une manière plus large que l'autobiographie ou la biographie, de regarder plutôt des espaces, des histoires qui excèdent aussi les siennes et les miennes. Alors, c'était le cas aussi dans Un monde sans rivage. Les chapitres étaient aussi annoncés par des substantifs, par des mots île, des rives, voilà. Il y avait cette structure. Alors c'est vrai qu'on peut parler en effet de cet atelier. Alors dans le 12e arrondissement, pas loin de la Bastille, je trouve que c'est un quartier que je connais bien parce que j'étais à l'école dans le quartier. J'en profite pour le dire au passage, mais c'est vrai que il y a cette nouvelle, c'est sous, je crois, cette espèce d'ancienne ligne de chemin de fer. Voilà. Il y a Luc Desarts. Comment est-ce que vous percevez cet atelier qui est finalement un endroit complètement fou où tout finalement résonne, les objets résonnant les uns avec les autres, il y a des fétiches, il y a des documents, enfin des papiers, des photos, il y a énormément de choses et on a pas l'impression que si on bouge quelque chose, tout s'écroule. C'est pas une impression. C'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une espèce de fascination. Et vous dites à un moment donné, en plus, alors que chez moi, quand on fait pas le ménage, il y a la poussière qui s'accumule, là on a l'impression finalement que les choses sont presque vierges de leur... Voilà. Et vous pouvez peut-être nous en parler de ce lieu, justement, cet atelier qui est central pour sa vie, en fait. Oui, bien sûr, mais comme beaucoup d'anciens enfants, que je suis restée aussi, je pense qu'on a toujours l'impression que nos parents sont banals, normaux. Enfin, on a vécu avec nos parents, donc ils nous semblent la plupart du temps, voilà, on se rend pas compte toujours de leur singularité. Donc cet atelier, c'est un lieu que moi j'avais fréquenté un peu, un lieu où mon père a beaucoup peint et surtout où il a accumulé des dizaines de milliers d'objets, mais quand je dis accumuler, c'est même plutôt assembler, c'est-à-dire que c'est une espèce d'installation qui est faite effectivement de fétiches africains, d'outils agricoles, de beaucoup de livres aussi, de tableaux, de pierres, de plumes, enfin de tout un ensemble. C'est vraiment un cabinet de curiosité où on peut pas mettre un pied devant l'autre, sauf dans les
très étroites allées qu'il a ménagées à cet effet. Et moi, je trouvais ça tout à fait normal et tout à fait ordinaire pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai un ami qui est venu filmer cet endroit, parce que c'est un copain qui fait un journal filmé et qui aime bien les choses un peu curieuses. Donc je lui avais dit, viens voir l'atelier de mon père. Il est venu, il a filmé, il a essayé de faire parler mon père, ce qui est jamais chose très facile, mais en tout cas, et en le voyant à travers ses yeux, vous savez, ça fait souvent ça quand quelqu'un de l'extérieur vient mettre son regard sur des choses qui nous semblent absolument habituelles. D'un coup, ça révèle l'étrangeté ou l'intérêt de ces choses-là, de ces lieux-là. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais ce lieu est un livre, en fait. Enfin, il y a tout pour faire un livre. C'est-à-dire qu'il y a tous ces objets, il y a toutes ces histoires qui sont contenues dans chaque objet. Et ce qui m'a beaucoup intéressée aussi dès le départ, c'est que ces objets, c'est pas forcément des objets personnels. C'est-à-dire que mon père n'est pas quelqu'un qui garde de manière fétichiste des choses de sa propre vie. C'est quelqu'un qui glane. Donc il se balade dans la rue et puis il ramasse des choses qui n'ont absolument aucune valeur et aucun intérêt à d'autres yeux que les siens souvent, comme par exemple les ficelles des facteurs, dont il a fait une espèce de très grand ectoplasme de ficelles. Voilà, il ramasse des choses, il chine des choses sur les brocantes, etc. Et il assemble tout ça. Et effectivement, le lieu est aujourd'hui figé et vide. Et alors, il y a ce miracle que je m'explique pas, mais qui effectivement, il ne prend pas la poussière, il ne bouge pas. Et mon père n'y va plus parce qu'il est trop fatigué pour y aller. Et du coup, je me suis dit, ce lieu est vraiment un réservoir d'histoire, pas seulement des siennes, mais vraiment d'histoire de toute la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe. Il y a beaucoup de traces historiques aussi, des affiches de 68, enfin plein de choses qu'il a gardées, qui racontent beaucoup d'épisodes aussi de la France de ces années-là. Et en plus, il n'y va plus. Et donc, j'ai trouvé ça très triste d'un coup de me dire, ce lieu est là et personne ne voit toutes ces choses qu'il a mis autant de temps à assembler. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un petit peu le mystère de me dire, mais pour qui est-ce qu'il a fait tout ça ? Alors, pour personne, sans doute, pour lui-même, mais en tout cas, j'ai eu l'impression d'un coup, en retournant seule dans cet atelier, qu'il y avait une espèce de message, ou qu'en tout cas, ça formait un portrait de lui à travers les traces des autres, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas un portrait complètement centré sur soi, c'est vraiment un portrait éclaté et très ouvert sur le monde extérieur, comme l'est mon père, et voilà, et j'ai eu l'impression que tout était là pour écrire et pour le redécouvrir à travers ce lieu. Merci beaucoup et le venue à Saint-Martin.